Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct de Radio M vous retrouve ce mardi matin avec Monsieur Abdelali Badache. Monsieur Abdelali Badache était encore tout récemment le président de la commission de la régulation de l'électricité et du gaz, ancien directeur général de l'opérateur Système, un cadre du secteur de l'électricité en Algérie. Nous sommes très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Monsieur Abdelali Badache, bonjour. Pour m'accompagner, comme d'habitude, Hassan Haddouche. Hassan, bonjour. Bonjour. En forme pour le début de 2017. Oui. Optimiste. Ça va être une belle année. Ça va être une belle année. C'est ce qu'il me disait ce matin. Bon, il n'a pas cherché les arguments qui lui permettent d'être aussi optimiste, mais on espère les trouver dans cette discussion de ce matin avec monsieur Badache, qui retrouve sa liberté de parole, parce qu'il était quand même très astreint par sa haute fonction de président de la commission, donc de la CREG. Monsieur Badache, on a, comme d'habitude, l'habitude de commencer l'invité du direct par des thèmes de l'actualité la plus récente. L'actualité de ce mois de janvier dans le secteur de l'électricité, c'est cet événement, le lancement d'un appel d'offres pour 4 gigawatts, 4000 mégawatts d'électricité d'origine solaire. C'est une première dans le monde. Je ne crois pas qu'il y ait eu un appel d'offres sur une tranche d'électricité renouvelable aussi importante. Vous avez suivi cette problématique du programme du renouvelable, d'électricité renouvelable depuis le début. Est-ce que vous pensez que cet effort de rattrapage justifie une telle prise de risque? Parce qu'il y a des acteurs qui pensent que confier au même partenaire, au consortium de partenaires, une seule tranche de 4000 mégawatts est une prise de risque trop importante. Merci. Et d'abord, bonjour aux amis auditeurs de Maghreb, de Radio M, exact. Et puis, je leur souhaite donc meilleurs vœux pour la nouvelle année 2017. Inch'Allah que ça sera une année de sérénité, et de tranquillité, et puis de prospérité pour nous tous. Et pour revenir un petit peu à la question de l'appel d'offres dont on parle, de 4 gigawatts, peut-être avant de dire directement un petit peu donner mon avis sur l'appel d'offres en lui-même de 4 gigawatts, peut-être il est bon de savoir qu'est-ce qui a été fait sur le renouvelable pour sa mise en œuvre et qui devait aboutir en finalité à des appels d'offres. Bon, il faut juste se rappeler que la problématique énergie renouvelable en Algérie est très ancienne. Donc, la loi sur la maîtrise énergie qui date, me semble, de 99. La loi sur l'électricité de 2002 part du renouvelable. Une loi sur le solaire, donc le renouvelable en 2004. Et puis ensuite, il y a tous les décrets qui sont venus un petit peu pour justement la mise en œuvre. Et enfin, il y a le premier programme qui a été lancé en 2011. Il y a son actualisation en 2015, avec, je dirais, toutes les procédures de mise en œuvre de ces programmes. Bon, il faut savoir que dans le monde, on n'a rien inventé en Algérie en termes de mise en œuvre d'énergie renouvelable. Il y a des mécanismes, si vous voulez, pour que la production d'électricité d'origine renouvelable, essentiellement solaire et éolien, si vous voulez, est mise en œuvre et essentiellement les incitations que mettent les États pour promouvoir cette énergie, sachant que il y a quelques années, le prix du kilowattheure solaire ou éolien était assez élevé par rapport à la production conventionnelle. Donc, les pays ont mis en place des mécanismes d'incitation. Le mécanisme le plus répandu à l'époque et qui a vraiment boosté, si vous voulez, le développement des énergies renouvelables, c'est ce qu'on appelle le feed-in tarif. Le feed-in tarif, c'est-à-dire, c'est quoi pour un peu les auditeurs? C'est un tarif d'achat garanti. C'est-à-dire que l'État détermine un niveau de rémunération
moyennant bien sûr des hypothèses économiques, de financement, de technologie, de coûts de à la limite d'infrastructures, d'environnement, etc., détermine un prix qui assure une certaine rentabilité au projet, une garantie de l'investissement à un investisseur donné. Donc, en 2013, je dirais le gouvernement algérien, l'État algérien, à travers le ministère de l'Énergie, a introduit le feed-in tarif. C'est d'ailleurs parmi les quelques pays arabes, il y a l'Algérie et l'Égypte qui ont introduit le feed-in tarif dans leur système. Et quand on a mis en place le système de feed-in tarif, donc il y a des prix qui ont été la limite d'achat de cette électricité d'origine renouvelable qui a été définie. Et on a publié en 2014 un arrêté pour fixer les tarifs publics d'achat d'électricité d'origine solaire. Par type de filière aussi. Absolument. Et pour l'éolien. Et en début 2015, on a publié un arrêté pour la cogénération. Donc, on a opté pour un système d'incitation directe aux renouvelables. Et là, il y a des décrets qui ont été publiés, des arrêtés, des décisions de la commission de régulation, des procédures au niveau de la commission de régulation, qui ont été publiées sur le site de la commission de régulation de l'électricité et du gaz. Et on a incité les investisseurs, quelle que soit leur origine, public, privé, national ou étranger, à s'inscrire dans le mécanisme. Monsieur Badache. Oui. Là, on va arriver aux 4000 mégawatts, mais ce que vous nous dites ici, c'est que la production, parce que après la centrale hybride de Hassi R'Mel qui a été livrée en 2011, il y a eu quelques nouvelles unités de production d'énergie solaire, d'énergie d'origine renouvelable. Il y a eu même l'éolien à Adrar. On peut citer les sites Naama, Sidi Bel Abbas, Ouergla, Gardaya 1.1. Tout ça s'est fait sous quel cadre? Puisque ces feeding price n'étaient pas encore mis en place. Alors, tout ça nous a ramené à 350 mégawatts, on peut le rappeler. C'est les 343 aujourd'hui qui sont en cours, une partie est en service et le reste est en cours. Mais tout ça a été fait, mais la grande problématique, c'est que la réglementation n'était pas encore complète qui permettait de mettre en place cette production, de vendre cette production, d'être rémunéré selon les arrêtés, n'était pas complète. D'accord. On a pratiquement... D'où ma question, nos partenaires qui ont... Parce qu'il y a eu des partenaires étrangers, il y a eu notamment une boîte allemande qui a participé au développement de ces Oui, mais vous faites un appel d'offres et obligatoirement, il y a des gens qui vont venir vous réaliser des installations. Et donc, ils négocient... Mais ils n'ont rien à voir. Ils négocient un prix garanti dans tous les cas, même si le cadre réglementaire... C'est pas parce que ces installations ont été faites. Il faut se rappeler que ces installations... Hassi R'Mel a été faite sous l'impulsion du ministère de l'Énergie par Sonatrach. Par la filiale de Sonatrach et de Sonatrach. Non, mais c'est Sonatrach, la limite, l'acheteur principal de la production, et donc avec un investisseur privé espagnol, à la limite, et Nil, aménageur, on va dire, comme le truc. Donc, mais il y a un investissement essentiellement privé. Donc, mais qui a été fait, mais la réglementation n'étant pas encore en place. Les 343 mégawatts qui sont venus, en réalité, c'était 400 mégawatts, c'était un appel d'offres soutenu par le gouvernement. C'est l'initiative du ministère de l'Énergie, mais la réglementation n'était toujours pas encore en place. Ce qui m'amène à dire que même cette production qui est toujours là, elle est, entre parenthèses, dans une zone que vous appelez, zone grise. Parce que elle n'est pas encore, je dirais, dans un cadre réglementaire clair, net, transparent, qui lui garantit de vendre sa production, d'être rémunéré. Parce que, juste pour dire que la production d'origine renouvelable, elle devait être rémunérée par qui? Parce que dans la réglementation, les sociétés de distribution étaient obligées d'acheter cette production, d'accord? Et le différentiel entre la production conventionnelle ou le prix moyen de la production conventionnelle au niveau du marché national
Et le prix obtenu de cette production d'origine renouvelable, ce différentiel est supporté par un fonds des énergies renouvelables qui a été récemment jumelé avec la maîtrise d'énergie et qu'on appelle maintenant Fonds des énergies renouvelables, maîtrise d'énergie et de la cogénération, qui est financé par une redevance pétrolière à concurrence de 1%, auquel on a rajouté en dans la loi de finances 2016, 55% de la taxe sur le torchage. Donc, qui vient alimenter ce fonds. Mais même ce fonds aujourd'hui n'est pas encore opérationnel. Donc vous voulez dire, Monsieur Badache, que on a donc les mécanismes d'incitation existent, les tarifs ont été fixés, etc. Absolument. Bon, mais on peut pas payer, on ne sait pas qui doit payer, on peut pas payer les producteurs. Jusqu'à présent, le mécanisme qui a été défini et les productions qui existent en renouvelable ne rentrent pas dans ce mécanisme réglementaire. Parce que ils n'ont pas suivi la réglementation qui a été définie et la procédure qui a été définie et le contrôle par la commission de régulation, par l'approbation par des bureaux d'études, etc. Tout ça est réglementé. Alors, est-ce qu'on peut dire que le premier contrat qui va rentrer de nouvelle génération, qui va rentrer dans ce cadre-là, c'est celui qui est de l'appel d'offres qui va être lancé ce mois de janvier? Alors, justement, il faut un peu continuer si vous voulez, cette logique-là. Quand on a défini ces prix ou ces tarifs d'achat garantis en 2013, d'ailleurs, je n'étais pas encore au niveau de la commission de régulation de l'électricité, donc c'est pas moi qui les ai calculés. Les collègues de la commission avec le ministère de l'énergie et j'en profite pour vous poser la question. Est-ce que vous considérez qu'ils sont suffisamment incitatifs et sont rémunérateurs pour les producteurs? Alors c'est là où j'y arrive. C'est que il faut voir que toute l'évolution qui s'est produite dans le renouvelable ces dernières années. Rappelez-vous la crise de 2008, et puis ensuite, si vous voulez, la chute brutale un petit peu des prix au niveau du renouvelable, et il y a une restructuration pratiquement mondiale de l'industrie du renouvelable. Il y a des usines en Europe qui ont fermé complètement. En Allemagne et en Espagne. En Allemagne, c'est bon. J'avais lu à l'époque, c'est pratiquement dans les 300 unités qui ont fermé, et tout ça récupéré par qui? La Chine. La Chine, qui s'est retrouvée avec des unités de production, je dirais des gigantesques. C'est des capacités énormes. Et on avait ensuite les prix vraiment décroître sérieusement. Et je peux vous dire, aujourd'hui, le solaire devient moins cher que l'éolien. On est arrivé à ce que le prix du kilowattheure solaire est moins cher que le prix du kilowattheure éolien. Alors que l'éolien était le plus développé parce que c'était pratiquement une technologie valable pour les pays nordiques, les Européens, les Occidentaux. Ils ont trop de vent et pas de soleil. Et par rapport à l'électricité conventionnelle. J'arrive. Ouais. Alors, donc, dans ces conditions-là, quand on voit un peu cet environnement et cette évolution au niveau du marché international, on compare les prix que nous avons calculés et les prix qui sont pratiqués au niveau du marché international. Bon, on est nettement au-dessus. C'est-à-dire que nos tarifs d'achat garanti qui ont été calculés sont trop généreux pour les maintenir. Les investisseurs, oui. Mais le problème, ils sont libellés en dinars, donc ils subissent la dévaluation du dinar parce qu'il y a un investisseur étranger qui vient. C'est la contre-valeur qui l'intéresse. C'est pas le dinar. Si vous prenez, vous lui dites dans un contrat, je vous offre 12, 13 dinars aujourd'hui, et puis vous dévaluez, et lui le calcule en dollars. Quelques temps après, par une décision administrative, vous dévaluez de 50%. Lui, c'est fini son investissement. Donc ça veut dire que les tarifs sont pas si généreux que ça, puisque. Bon, il reste, malgré la dévaluation du dinar, de mon point de vue, il est resté généreux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on obtient? Les meilleurs prix qu'on a obtenus. J'ai lu dernièrement, les Émirats ont obtenu un prix de 2,4 cents, si ma mémoire est bonne. 2,4 cents. Le kilowattheure. Le kilowattheure. C'est inimaginable.
Les Chiliens, ils en ont obtenu, je crois, 2,9 il y a quelques mois. Alors, l'éolien, pour expliquer à nos auditeurs, quand vous dites ils ont obtenu, les Émiratis et les Chiliens, c'est-à-dire que le régulateur ou l'État chilien ou émirati a obtenu d'un producteur d'électricité renouvelable qu'il produise à ces tarifs-là. Et lui a garanti l'achat à ces tarifs-là, qui sont particulièrement bas. Absolument. C'est vraiment des prix. C'est-à-dire que les prix aujourd'hui, le renouvelable, dire aujourd'hui, déclarer que le renouvelable est plus cher que le conventionnel, moi, je me porte en faux. C'est fini. Et de plus en plus, le solaire va devenir compétitif par rapport au conventionnel. Il faut savoir que le 2,4 cents, je dirais, c'est presque le prix moyen, qui est publié d'ailleurs par la CREG, le prix moyen de la production conventionnelle algérienne, avec le prix du gaz à l'entrée soutenu. C'est-à-dire, vous voyez la compétition, vous voyez les niveaux. L'éolien, il a été obtenu au Maroc à 4 cents. C'est vraiment. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Quand on compare les prix, il faut revenir aussi à l'orthodoxie économique. C'est-à-dire que, même au niveau de la production conventionnelle, en Algérie, il faut ramener la production avec un prix du gaz à son prix réel. Monsieur Badache. Alors, je termine. Quand on a remarqué tout ça, on n'est pas resté les bras croisés. On a dit, écoutez, puisque nous avons un mécanisme maintenant qui est plus ou moins réglementairement complété, avec des procédures, des décisions, procédures de cahier de charge, des procédures de contrôle, etc. On a dit, on ne peut pas laisser les tarifs qui sont publiés à ce niveau-là. Et une proposition a été faite pour baisser ces tarifs. Mais tout en maintenant le mécanisme pour ne pas faire une coupure. Sachant que la continuité la proposition de tout a été faite par qui? Par la Commission de la régulation de l'électricité. Enfin, par vous-même, quand vous la présidiez. Absolument. Et en même temps, ce que dans nos relations avec la Commission européenne, dans le cadre de l'accord à la limite stratégique algéro-européen et le dialogue ministère de l'énergie avec lui, toutes les discussions qu'il y a eu, il faut savoir qu'en 2017, les Européens abandonnent le feed-in tarif et passent au système d'appel d'offres. Pourquoi? Parce que calculer un tarif, c'est pas évident. Tout dépend de ce que vous mettez là-dedans. Donc, la meilleure façon, ils se disent, au lieu de vraiment d'injecter des montants extrêmement importants, et effectivement, les Espagnols et les Italiens, c'est des milliards d'euros qui ont été injectés pour, si vous voulez, inciter les producteurs de renouvelables. Ils disent, pour quand même que le consommateur ne paye pas n'importe quoi, on va mettre de la concurrence. Il y a certains qui ont mis le marché du renouvelable. Il y a certains qui garantissent une partie, etc. Alors on s'est dit, nous aussi, il faut qu'on prépare le mécanisme d'appel d'offres. Et une procédure, mais pour passer à l'appel d'offres, il faut un autre décret. Donc il y a un projet de décret qui a été préparé pour justement passer du mécanisme du feed-in tarif et lancer les appels d'offres. En réalité, c'est pas appel d'offres, c'est appel à investisseurs qu'on lance. Et c'était la commission de régulation, au sens de la loi, de l'électricité et de la distribution du gaz, qui est censée faire les appels d'offres de la production d'électricité. C'est pas le cas. Alors, donc, ça veut dire que, mais, tous les mécanismes peuvent cohabiter. Ça ne veut pas dire que quand vous avez, c'est-à-dire vous pouvez garder le feed-in tarif, l'aménager pour qu'il soit incitatif et valable pour un niveau de production et passer à l'appel d'offres pour un autre niveau de production. Alors, si je comprends bien, ce que vous nous dites, Monsieur Badache, c'est que l'appel d'offres en cours de lancement, donc il y a eu beaucoup d'effets d'annonce depuis 3 mois sur cet appel d'offres, ne va pas s'appuyer sur les feeding prix, mais il va s'appuyer sur l'offre la plus concurrentielle. De ceux qui vont réaliser cette tranche de 4000 gigawatts. D'abord, pour être quand même, je dirais, assez honnête, on n'a que ce que publie la presse.
Donc, je n'ai pas eu accès ni au contenu de cet appel d'offres, ni dans ce cahier de charges, ni aux conditions, etc. Par contre, ce que je peux dire, c'est que pour s'inscrire dans la réglementation qui est actuellement en vigueur, au sens de la loi sur l'électricité et de la distribution du gaz par canalisation, si l'appel à investisseurs doit être fait par la Commission de régulation de l'électricité. Et pour faire cet appel à investisseurs par la Commission de régulation de l'électricité, il y a obligatoirement un décret qui doit réglementer tout ça pour faire genre, si vous voulez, vous connaissez bien dans les hydrocarbures, un naft qui fait les appels à investisseurs pour la limite. Monsieur Bada, j'ai pas envie de vous gêner. On est au premier tiers de cet entretien, mais on a bien noté que vous avez quitté la commission quelques semaines après l'arrivée de Monsieur Boutelfa à la tête du ministère de l'Énergie. Est-ce qu'il y a eu un conflit sur cette procédure entre vous et l'actuel ministre de l'Énergie? Écoutez, pour être honnête avec vous et pour ne pas personnaliser les choses, officiellement, le 26 juin 2016, le nouveau ministre de l'Énergie m'a appelé le matin pour me dire passez dans mon bureau, je veux voir. Il m'annonce mon remplacement par un autre collègue de Sonergaz. Je dis, pas de problème. La seule chose qu'il m'a dite, c'est que il y a deux options, deux visions différentes dans le renouvelable. Voilà tout ce que je peux dire. Donc maintenant, la vision de M. Boutelfa, on la connaît un peu. Il a beaucoup communiqué là-dessus. La vôtre, est-ce que la différence, c'est justement que vous dites qu'aujourd'hui on peut obtenir de meilleurs prix des investisseurs que nous appelons à venir, alors que le ministre est plus préoccupé par le succès de l'opération. Parce qu'on peut imaginer quand même, je vais me faire un peu l'avocat du ministre de l'Énergie, on peut s'imaginer qu'après les échecs qu'il y a eu avec Al-Naft dans le secteur du domaine minier classique, le grand souci de l'État aujourd'hui, c'est quand même de ne pas rater l'attractivité sur la génération par le renouvelable de l'électricité. Et donc, de rester un peu sur ces tarifs que vous considérez comme étant un peu trop généreux pour au moins garantir cette première tranche de 4000 MW, d'autant que nous sommes très en retard. Donc peut-être que les soucis ne sont pas les mêmes. Vous avez un souci de compétitivité, le ministre a un souci de boucler l'opération. Un peu comme pour le logement avec M. Tebboune, et l'essentiel c'est de livrer. Non, je répète encore que ne connaissons pas le contenu de l'appel d'offres. Ni comment il va être fait, ni qu'est-ce qu'il y a là-dedans, etc. Il faut savoir tout simplement que quand on parle des 4000 MW, en réalité, c'était les 4500 mégawatts. C'est la première tranche de 2020. De 2020, oui. Du programme d'énergie renouvelable. C'est 3000 pour le solaire et 1000 mégawatts pour l'éolien. Donc c'est pas du solaire, un truc tout ça. Je ne crois pas que c'est un appel d'offres unique qui va décider de quelqu'un pour faire le solaire et l'éolien et qui va faire un truc tout ça. Non, c'est plusieurs installations probablement. Qui vont dans la totalité va faire 3000 mégawatts et que 1000 mégawatts en éolien et 3000 donc en solaire sur plusieurs années. C'est pas peut faire en une année. Maintenant, comment il va être rémunéré? Bah, quand on parle d'appel d'offres, on a le prix de l'appel d'offres, le prix obtenu de l'appel d'offres. Mais il y a un autre enjeu, pardon. Il y a un autre enjeu en dehors de celui que vous venez de mentionner. Oui. Moi, j'ai retenu des déclarations du ministre, enfin des intentions qu'on prête au ministre, que il veut pas seulement, il s'intéresse pas uniquement aux tarifs et uniquement à la production. Il pose aussi une question qui serait la production locale d'équipements, etc. Donc ça semble impliquer une contrainte supplémentaire, une attente supplémentaire à l'égard des investisseurs. Ça peut quand même modifier les exigences en matière de tarifs. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, je pense que, à mon avis, pour moi, il faut travailler avec l'orthodoxie réglementaire dans un cadre transparent et appliquer, à la limite, je dirais, les lois de la République. Vous avez une loi sur l'électricité et la distribution du gaz par canalisation, qui est très claire, qui définit la limite, qui fait quoi, comment, etc. Et
qui définit les métiers de producteurs, de transporteurs et de distributeurs d'électricité, comme transporteurs et distributeurs du gaz. Et dans tous les pays du monde, quand on a développé les énergies renouvelables, ce qui est primordial, c'est ce que paye le consommateur. C'est-à-dire, c'est faire tout pour que le prix du kilowattheure obtenu soit le plus bas possible. Et ce que je constate, c'est que les pays qui ont obtenu les meilleurs prix actuellement et qui développent le renouvelable pendant que nous on discute, qui ont injecté des gigawatts, ont des prix très compétitifs. Et toutes les études auxquelles j'ai eu accès montrent que le solaire, au plus tard à 2020, va être compétitif par rapport à la conventionnelle. Il l'est déjà, mais il va être, je dirais, plus compétitif au sens général du terme. L'éolien, dans beaucoup de cas, il est compétitif, et on remarque même la tendance aujourd'hui que le solaire est devenu moins cher que l'éolien. Donc, si vous voulez, la problématique industrielle, même s'il faut la poser, c'est un problème qui n'a rien à voir avec le renouvelable. On peut poser l'industrie et le problème de l'industrie pour toutes les activités dans le pays. Par exemple, on l'a posé pour la génération conventionnelle. Absolument. Oui. Absolument. Et puis la deuxième des choses, il faut me dire, vous pouvez me garantir, qui peut me garantir aujourd'hui que un investisseur dans l'industrie du renouvelable peut me permettre d'obtenir un prix à faire payer par le consommateur, parce qu'on le veuille ou non, même quand c'est un fonds d'énergie renouvelable qui est alimenté par le Trésor, écoutez, c'est le consommateur qui le paye, c'est notre argent. C'est le contribuable. Donc c'est le contribuable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce qui peut me garantir que quand vous allez me faire une unité industrielle, vous allez me permettre d'obtenir un prix de l'électricité le plus compétitif possible? Je ne crois pas aujourd'hui dans la structure de l'industrie renouvelable dans le monde. Vous avez des pays qui sont avec des méga projets, des méga capacités. Regardez, les Occidentaux ont pratiquement shifté, ils ont libéré un certain nombre de segments, et vous vous retrouvez avec des Chinois qui sont à des prix extraordinaires. Ça veut dire quoi? Pour moi, je sépare les deux choses. Et puis la deuxième des choses, qui investit habituellement? Celui qui a des résultats financiers satisfaisants. Il a des excédents, il a des capacités d'autofinancement, il peut investir. Alors, dans toutes les entreprises du secteur de l'électricité, qui a les capacités d'investir? OK? Monsieur Badache, nous allons retenir un peu. Je fais une extrapolation, elle vaut ce qu'elle vaut. Nous avons pris beaucoup de retard dans la 3G. Vous vous souvenez, au tournant 2010, 2011, 2012, et il y avait des experts qui disaient faisons le saut directement à la 4G. C'était un débat qui a été tranché plutôt en faveur de la 3G. Vous, dans votre style, vous dites on a mis longtemps à mettre en place les feed-in price, les prix garantis, et puis l'industrie du solaire et du renouvelable a maturé beaucoup, et on peut faire tout de suite le saut vers l'appel d'offres concurrentiel. Parce que on peut le faire tout de suite. À la limite, ce serait une manière. Bon, vous dites, on peut faire cohabiter les deux systèmes. Ce que vous dites, je retiens bien. Mais ne pas s'empêcher de contraindre, de stresser plus les investisseurs pour aller vers des prix du kilowattheure d'origine renouvelable plus bas. Absolument. Et c'est cette politique-là qui semble avoir posé un problème au pouvoir public. Apparemment. Je ne sais pas, je peux pas dire que ça a posé un problème pour les pouvoirs publics. Monsieur Miz vous a dit, nous avons deux approches différentes sur le renouvelable. C'est bien ça? Oui, mais écoutez, ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est que quand vous faites vous faites appel à un investisseur dans la génération d'électricité, que ça soit renouvelable ou que ça soit conventionnel, vous lui permettez d'injecter sa production sur un réseau
de transport d'électricité ou de distribution d'électricité. Ça veut dire que vous passez obligatoirement à l'ouverture de la production d'électricité à des investisseurs privés. Ce qu'on a commencé à faire un petit peu. Quand ? Avec 2 ou 3 unités en partenaire, en JV, AEC, Lavalin à Hadjat Nos, c'est Sonelgaz. Non, ça c'est Hadjat Nos, c'est Koudi Draouch, c'est Sonelgaz, Sonatrach. Hein. Mais l'investisseur privé, c'est l'investisseur privé national ou étranger qui peut venir investir, apporter ses fonds, vendre sa production à un prix qui lui permet on va en parler en troisième partie d'émission. Ça, c'est un problème qu'il faudrait... Monsieur Badache, on va essayer d'avancer, mais c'était extrêmement instructif, hein, Hassan, cette partie-là. On a de la d'ailleurs, on regrette ne pas avoir pu inviter Monsieur Badache plus tôt. Le ministre de l'Énergie a affirmé que le programme des ENR, celui qu'il met en place, notamment la tranche d'ici à 2030, va permettre d'économiser 240 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Donc vous vous êtes distingué, Monsieur Badache, quand vous étiez à la tête de la commission, de la CREG, par des alertes régulières sur la hausse rapide de la consommation domestique de gaz naturel. Est-ce que vous corroborez ce chiffre de 240 milliards de mètres cubes qui économiserait à peu près plus de 60 milliards de dollars au tarif actuel du gaz naturel? Mais écoutez, de toute façon, dans le programme des énergies renouvelables, tous les chiffres sont là-dedans. Et il a été remis au niveau du gouvernement, publié, des présentations ont été faites. Les calculs qui ont été faits à l'époque, quand le programme de 2015 actualisé a été réalisé. Les études qui ont été donc faites, mais on parle sur la durée de vie du programme. C'est-à-dire que vous avez des installations qui vont venir en 2020, en 2021, la fin de la durée de vie va arriver en 2040 et au-delà. Donc, quand on met en place le programme et à la durée de vie de toutes les installations réalisées, on économiserait 300 milliards de mètres cubes de gaz. C'est le chiffre officiel qui a été communiqué dans le programme. Maintenant, quand on parle de 240, probablement, c'est qu'on a arrêté, si vous voulez, les réalisations à 2030. On a dit jusqu'à 2030, mais on n'est pas allé au-delà. Mais le calcul qui a été fait, c'est sur la durée de vie des installations. Pour nos amis auditeurs, 240, pour nos amis auditeurs, on peut expliquer que l'économie, c'est du gaz naturel qui ne sera plus utilisé pour générer de l'électricité, qui sera libéré par le fait que cette électricité sera générée par du renouvelable. C'est le but. C'est le but de l'introduction du renouvelable. Ça veut dire que vous ne faites plus appel à un autre combustible que le solaire ou l'éolien et qui se retrouve aujourd'hui assez compétitif. On consomme quelle proportion de notre gaz pour la production d'électricité aujourd'hui, à l'heure actuelle? En 2016. Consommation interne. À quel niveau? Interne. Oui. 2016, je n'ai pas le chiffre, mais en 2015, le chiffre définitif, c'est pratiquement 39,9, disons 40 milliards de mètres cubes, marché national. Et quand je dis marché national, ça veut dire les besoins pour la génération d'électricité, le besoin pour les industries aussi bien publiques que privées, y compris le GNL. Et la consommation, donc ça fait, si on exclut Sonatrach, on serait vers 30 milliards de mètres cubes en 2015. Et tout ça en croissance continue, hein, donc il ne faut pas s'attendre C'était quoi les taux de croissance des dernières années alors? Mais écoutez, au niveau du domestique, c'est à 2 chiffres. Ah oui. C'est à 2 chiffres. C'est ça ce qui fait quand même alerter. Et moi, j'ai toujours défendu, parce que souvent les gens parlent du tarif de l'électricité. Dans le secteur à l'époque, moi j'ai toujours défendu dire d'abord, il faut revenir au prix réglementaire et réel du gaz. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le gaz est cédé sur le marché international au prix de 2011. Parce qu'il y a un décret qui fixe normalement le prix de cession du gaz au niveau du marché national, qui est calculé par l'Agence de régulation des hydrocarbures et qui est censé l'actualiser tous les ans à 5% et de refaire une nouvelle étude complète tous les 5 ans. Et le prix actuel de
de cession du gaz au niveau du marché national, il est 2024. Le millier de mètres cubes, c'est le prix qui a été calculé pour 2011. Depuis, c'est bloqué. Vous parlez de cents? Non, c'est 2024 dinars le millier de mètres cubes. D'accord, parce qu'en général... Ça, c'est le marché national. Il est en dessous le millier de mètres cubes. 2000 mètres cubes. D'accord, on n'est pas en milieu... On n'est pas en BTU. On n'est pas en BTU. On n'est pas en 2000 mètres cubes, c'est ça la réglementation. Donc c'est rien du tout par rapport au marché international. Donc, Monsieur Badache, vous dites que avant de toucher le prix de l'électricité, il aurait fallu, pour aligner le système de production, que Sonatrach livre au prix du marché international, livre à un vrai prix le gaz qui gère... D'abord, il y a une réglementation, il y a un décret qui fixe le tarif. Ce n'est pas le prix encore international, mais c'est un prix qui permet à Sonatrach de récupérer ses coûts. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix d'entrée du gaz au niveau de la génération d'électricité, même pour les ménages et les industriels, si vous voulez, quand il est cédé aux sociétés de distribution et aux sociétés de production d'électricité, ne couvre même pas le coût pour amener le gaz à Hasserman. Donc ça, ce serait une première mesure de rationalisation de l'utilisation du gaz naturel. Absolument. Voilà. Mais à ce moment-là, les producteurs le répercuteraient sur les consommateurs. Obligatoirement, les tarifs de la production, les prix de production, c'est pas les tarifs, les prix de production vont augmenter et les prix de la limite des tarifs d'électricité et de gaz au consommateur final mais vont cette augmenter. mesure, le gouvernement ne pouvait pas la prendre sans garantir des tarifs supérieurs à Sonelgaz. On ne peut pas imaginer un instant que le gouvernement va déplafonner le prix des intrants de Sonelgaz, le gaz étant le principal, sans libérer les tarifs. Ils auraient mis Sonelgaz qui est déjà en grande difficulté. Mais c'est toute la problématique. Absolument. C'est-à-dire que vous bloquez à l'entrée et vous bloquez à la sortie. Écoutez, donc il faut, à la limite, obligatoirement, et on revient, ça pose la problématique, si vous voulez, de la mise en œuvre de la loi sur laquelle on va venir. Alors, il y a eu quand même, dans les mesures de rationalisation de cette fameuse consommation domestique galopante, à 2 chiffres, vous venez de le dire, Monsieur Badache, il y a eu cette première mesure de janvier 2016 de réalignement des tarifs d'électricité domestique. Est-ce que vous jugez qu'elle était... Électricité et gaz, effectivement. Oui. Est-ce que vous jugez que cette mesure était suffisante et est-ce que vous jugez que le gouvernement a bien fait de ne pas la poursuivre en 2017, ce qu'il a fait pour les carburants? Ça dépend de quelle position on parle. Du producteur ou du consommateur? Du producteur, du consommateur, du régulateur ou du citoyen simple. Donc, mais moi, ce que j'ai défendu quand j'étais au niveau de la commission de régulation, d'abord, il faut savoir que les nouveaux tarifs, on a fait quand même un saut dans la structure tarifaire. C'est-à-dire, c'était 2 niveaux de tarification, il y a un tarif 1 et un tarif 2, et puis on est passé à 4 niveaux de tarif. C'est-à-dire, plus tu consommes, plus tu payes. Et les pays qui ont pratiqué cette tarification progressive ont incité à la baisse de la consommation. Bon, nous, je pense que on n'a pas encore les chiffres de 2016 communiqués, mais je pense que on le verra pas beaucoup en 2016. Pourquoi? Pour la simple raison que les tarifs ont été appliqués à partir du premier trimestre, c'est-à-dire le premier trimestre a été facturé au tarif de 2015, et puis le deuxième trimestre habituellement. C'est pas un niveau de consommation, c'est le printemps, il n'y a pas de grande consommation en électricité, gaz. L'été, c'est là où on sent un peu plus, si vous voulez, le pic de consommation. Après vient l'automne. Donc, si vous voulez, et puis le 4e trimestre, il y a une partie qui sera payée en 2017. Donc globalement, on n'aura pas une image réelle de la baisse de la consommation, mais je suis persuadé, sans avoir les chiffres, vous écoutez ce qui se dit autour de vous, c'est que les niveaux de tarifs, notamment pour ceux qui sont au niveau de la 4e tranche. Et il y a beaucoup qui peuvent supporter sans aucun problème, ceux qui ont les moyens. Mais il y a aussi beaucoup qui, à la limite, ne supporteraient pas et qui seraient incités à effectivement contrôler leur consommation. Mais c'est une façon de responsabiliser le consommateur
sur sa gestion. Vous êtes en train de nous dire que vous êtes persuadé qu'il y a eu un effet d'économie. Moi, je suis persuadé qu'il va y avoir et qu'il y a un effet d'économie. Parce que, quand on voit les gens qui achètent des lampes de basse consommation, la CREG va nous le dire. La CREG va le dire, l'opérateur système va donner le niveau de production annuel, les distributeurs vont le dire, etc. Bon, les carburants, par exemple, on est en train de vous dire que les carburants, ça stagne. Donc, on avait fait une étude. On avait fait une étude à l'époque. C'est un peu pour voir un peu l'effet prix consommation. C'est l'élasticité, si vous voulez, ce que j'appelle les économistes, un peu l'élasticité de la consommation vis-à-vis des prix. Bon, donc tout dépend du niveau de tarif. Les tarifs étaient tellement bas. C'est-à-dire que il faut quand même du temps et un niveau d'augmentation pour que le consommateur commence à sentir sérieusement. Ma question c'était est-ce que la pause est justifiée? Je te passe la parole, Hassan, tout de suite. Est-ce que la pause de 2017, vous pensez qu'elle est justifiée sur la hausse? D'abord, il faut savoir que même si on ne change pas les tarifs en 2016, la TVA passe de 17 à 19 et de 7 à 9, donc la facture va augmenter. D'accord. Mais pardon, mais moi je dis, ma logique, bon, je peux raisonner en tant que régulateur, logique économique pure, il fallait continuer et il faut continuer, si vous voulez, l'augmentation des tarifs pour ramener les sociétés à un autofinancement suffisant pour assurer la pérennité des entreprises. Très bien, on peut pas continuer. Très bien. On peut pas continuer dans cette logique. Je comprends votre position, elle est claire, mais il y a quand même eu l'année dernière, il y a beaucoup de gens qui l'ont souligné, des émeutes dans le sud du pays. Il n'y a pas seulement eu baisse de la consommation, probable, mais aussi eu. Alors comment on réagit à ça? Apparemment, on nous a dit qu'il allait y avoir une modulation géographique des tarifs. Est-ce que vous pensez que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible? Écoutez, je pense qu'il faut l'entreprise, c'est une chose. Oui. La société, je dirais, le consommateur et si vous voulez, la population, c'est autre chose. La responsabilité de l'entreprise, c'est une chose, la responsabilité de l'État est autre. Il n'y a rien qui interdit pour mettre l'entreprise à un niveau de rémunération satisfaisant pour assurer sa pérennité. Mais c'est à vous, en tant que politique, en tant que gouvernement, de dire moi, telle tranche de la population, je prends en charge, la limite, tel niveau. Quand on a segmenté la consommation d'électricité, il faut savoir que 20% des consommateurs, 20% en nombre, consomment à peu près 60% de la production, de la vente d'électricité en basse tension. Ça veut dire que vous pouvez différencier les choses. Il y en a 20% qui ont des capacités, je dirais, énormes, la limite de financement. Mais la relation tarif-citoyen, c'est une relation valable pour l'ensemble des produits. Mais l'État étant responsable à la limite de son équilibre. Mais l'entreprise, il faut déconnecter l'entreprise du giron du gouvernement. Pourquoi est-ce que les populations du Sud sont aussi sensibles que ça à la question du tarif de l'électricité? Il y a une raison objective? Non, mais je pense que c'est le niveau de consommation. Le niveau de consommation? C'est lié à quoi? À la climatisation? C'est essentiellement la climatisation. Vous savez, moi, on a une situation, il y a un pôle, si vous voulez, au niveau du Grand Sud qui va de Timimoun, Adrar, Ain Salah. Il y a tout un arc qui est donc en réseau interconnecté, mais isolé du réseau national. Il faut savoir que les taux de croissance dans ces régions-là, depuis, pour ne pas être à la limite assez prudent, minimum 4 ans, c'est des taux de croissance de 15 à 17%. Chaque année. Mais ça, c'est quoi?
La population n'augmente pas, ne double pas. De l'industrie, il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas de développement à la limite extraordinaire pareil. Donc c'est quoi? Ça veut dire que c'est le confort du citoyen. Il y a une autre question. Les gens ont c'est des armoires de climatisation. Rapidement, juste une petite question. Une autre question qu'on se pose, c'est qu'on a l'impression que depuis un an ou deux, il n'y a plus les délestages qu'il y avait avant. Est-ce que ça veut dire que l'offre a réussi maintenant à rattraper la demande? Je pense que tous les investissements qui ont été faits, aussi bien au niveau de la production que essentiellement au niveau du réseau de distribution, ça donne de l'effet. Non, aujourd'hui, on n'est pas encore, je dirais, à mon avis, dans la sécurité absolue. Mais on a les capacités suffisantes pour couvrir la demande. Et tous les moyens de production, il faut se rappeler d'un projet qui a été lancé à l'époque de USFI. C'est les 8000 mégawatts d'investissement. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire de l'Algérie. Venir d'emblée de dire j'injecte 8000 mégawatts dans le système électrique national, c'est pas rien du tout. C'est énorme. Oui. Monsieur Badache, malheureusement, enfin, ce que je redoutais un peu en ce début d'émission, là, les sujets sont tellement intéressants qu'on n'a pas pu dérouler toute la feuille de route de cet entretien, mais on va quand même revenir sur le cadre institutionnel de l'activité électricité et gaz en Algérie. Vous avez posé une problématique prix et compression des prix dans la génération par le renouvelable de l'électricité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une problématique Sonelgaz et coût de Sonelgaz qui pèse sur tout le secteur? Parce que quand on entend précédemment, M. Boutelfa à la tête de Sonelgaz, posait tout le temps le problème des tarifs. On sait, des tarifs pas assez rémunérateurs pour Sonelgaz. On sait aussi que Sonelgaz, c'est dit par certains économistes, produit l'électricité à un tarif trop élevé. Enfin, dire Sonelgaz produit de l'électricité à un tarif trop élevé. À des prix de production, plutôt. Je pense que je ne sais pas si on peut affirmer à 100%, parce que les prix au niveau de la production, comment ils sont obtenus? Il y a des appels d'offres, des moyens de production, même si c'est mais là, je parle de l'organisation institutionnelle de Sonelgaz en tant que groupe avec beaucoup de directions, beaucoup de filiales. Est-ce qu'il n'y a pas un surcoût? Est-ce qu'il n'y a pas un surcoût? Et puis surtout, le fait que Sonelgaz, en dépit de la loi de 2002, qui est une loi de dérégulation, qui est supposée amener d'autres acteurs, producteurs et distributeurs d'électricité, Sonelgaz est resté un monopole. Écoutez, moi je pense que on connaît tous Sonelgaz historique. Moi, personnellement, je suis vraiment un pur produit de cette Sonelgaz. En 2002, on a mis en place une loi qui était censée déréguler le système électrique et gazier au niveau national. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a dit à l'époque les moyens financiers de l'État ne sont pas suffisants, donc on peut pas supporter, si vous voulez, la croissance de la demande et les investissements aux moyens de production. Il faut ouvrir donc essentiellement la production à la concurrence nationale et internationale. Ça veut dire qu'on permettait à des investisseurs de venir produire et on devait normalement en 2002, 3 ans après, on devrait ouvrir 30% de la production et créer un marché de l'électricité 5 ans après la promulgation de la loi, sur avis de la Commission de régulation de l'électricité. Plus la concurrence sur la distribution d'électricité et à la limite créer des agents commerciaux, etc. C'est vraiment déréguler le système. Ce processus est arrêté. Ce processus est arrêté, etc. On a commencé à mettre en œuvre. C'est la loi qui le prévoyait. Et donc, à partir de 2004, on a commencé à créer les filiales production, transport électricité, transport de gaz. Et ensuite, en 2005-2006, on a fait la distribution, on a créé l'opérateur système, etc., etc. Mais l'élément fondamental, je dirais, qui devait permettre de créer cette concurrence, ce sont les tarifs d'électricité. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas parler de marché, vous ne pouvez pas parler de concurrence si vous ne libérez pas les prix, aussi bien de la production qu'au niveau du tarif du client final. Si vous administrez les prix au niveau de la production, d'une manière indirecte, par le gaz à l'entrée ou par la limite, je dirais, l'investissement, de l'autre côté, le tarif au client final,
vous le limitez. Quand vous remontez la chaîne, de toutes les façons, le producteur ne peut pas répercuter ses prix sur le consommateur. Vous étranglez le système et à partir de ce moment-là, c'est l'intervention de l'État. Il est impossible de faire. Et ça, l'État n'est pas prêt, ou on le constate jusqu'à aujourd'hui. La régulation économique n'est pas encore, à la limite, le fort de notre gouvernement. Est-ce que vous pensez que, compte tenu de la crise financière aujourd'hui, les difficultés pour Sonangaz d'accompagner la génération d'électricité, l'effort d'investissement qu'il faut faire, on parle beaucoup de prêts garantis par l'État, etc. Est-ce que vous préconisez, Monsieur Badache, de revenir à ce système et de reprendre l'ouverture, la réforme du secteur avec la concurrence et des prix, on va dire, plus libérés? Moi, écoutez, quand on a mis en place cette loi, on était vraiment les précurseurs au niveau du Maghreb, du monde arabe. Ça a créé, si vous voulez, un intérêt extraordinaire au niveau de notre environnement, aussi bien voisin qu'au niveau du vis-à-vis européen. Et puis après, la limite, les moyens de l'État évoluant et devenant de plus en plus importants, on a fait marche arrière. Et ma question, c'est est-ce que maintenant on reprend? Moi, je dis la chose suivante. Il faut obligatoirement clarifier les choses. C'est-à-dire, soit on applique la loi, et à partir de ce moment-là, on va vers l'ouverture du secteur, et on ouvre aussi bien la production aux investisseurs nationaux et étrangers, on fait de la concurrence au niveau de la distribution, et du coup, la problématique du renouvelable ne se pose plus parce qu'il se retrouve en concurrence sur le système. Donc, c'est n'importe qui va venir produire. C'est le coût qui va déterminer, à la limite, sa capacité d'injecter ou pas sur le réseau. Ou bien, il faut amender la loi et revenir au monopole. Oui. Il faut être très clair. Là, il y a une distorsion qui ne peut pas. Il y a une distorsion. Vous mettez un régulateur d'un côté et vous mettez un monopole, il régule quoi? Et vous décidez du tarif. Et vous créez à la limite des dysfonctionnements entre le régulateur et Sonangaz. On va finir, M. Badache, parce qu'on a largement dépassé le temps de l'invité du direct sur une question d'avenir. Est-ce que vous pensez, vous avez été au contact des différents marchés, vous connaissez un petit peu la problématique de l'électricité. Il y a Monsieur Toufik Hasni notamment, mais d'autres aussi le disent, oui. L'évolution de la demande européenne sur les 20 prochaines années devrait être une évolution qui ferait que les Européens, que le marché traditionnel de l'énergie de l'Algérie serait un marché qui va virer du gaz naturel progressivement vers l'achat d'électricité verte. Est-ce que vous croyez à cette évolution? Écoutez, ce qui est clair, c'est que la tendance, elle est dans plus de renouvelables. Elle est dans plus de renouvelables. Mais ceci ne veut pas dire que fondamentalement, on va se retrouver avec une déstructuration complète de la limite de la génération d'électricité dans ces pays. Et il y a obligatoirement des raisons historiques dans chaque pays. Il y a ceux qui ont le nucléaire, il y a ceux qui ont le charbon, il y a ceux qui ont la limite, les gaz ou les capacités de gaz, etc. Donc, ce qui fait que le renouvelable va rentrer obligatoirement. Il va, à la limite, réduire de plus en plus la part des autres filières dans la production globale. Mais je ne crois pas pour le moment, dans le court et moyen terme, si vous voulez, un renversement total de la situation, sauf pour certains pays, à la limite, les pays nordiques, ils ont de l'hydraulique, etc. Donc, il y a des choses qui sont... Donc, nous devrions, en Algérie, penser à continuer à exporter du gaz naturel et à économiser sa consommation domestique en faisant du renouvelable. Absolument, absolument. Moi, je pense que c'est ça, on n'a pas le choix. Et c'est plus... D'ailleurs, il faut dire que quand on parle du renouvelable en Algérie, je pense qu'il faut parler si vous voulez, des différentes utilisations. Souvent, on oublie que les pays qui ont développé le renouvelable, ils l'ont pas développé seulement par des installations centralisées, c'est-à-dire des grandes capacités.
Ben, le consommateur a été mis à contribution. Les consommateurs sont devenus des producteurs. Pour le sanitaire, par exemple. Non, les producteurs d'électricité renouvelable. C'est-à-dire que le citoyen simple, il faut lui donner la possibilité de produire son électricité, à la limite, pour sa propre autoconsommation, et lui permettre que son excédent, à la limite, puisse être injecté sur le réseau. Et ça, il y a toute une transformation. Et une réflexion a été faite dans ce sens pour dire que il faut l'utilisation du renouvelable dans les différents usages, c'est-à-dire et dans les différents, je dirais, segments. Que ça soit les grandes capacités à la limite au niveau du réseau interconnecté, que ça soit dans les réseaux isolés ou dans les sites isolés, notamment le Grand Sud, et notamment les citoyens à la limite, même s'ils sont connectés au réseau basse tension, ils peuvent installer. Et on avait proposé d'adopter ce qu'on appelle le net metering. Mais la contrainte aujourd'hui encore dans ça, c'est quoi? C'est le tarif de l'électricité. Qui est trop bas et donc qui est trop bas, c'est-à-dire qu'il vient faire le truc, tout ça. Donc il faut revenir aussi à l'orthodoxie du tarif d'électricité. Monsieur Abdelali Badache, merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct ce matin. Je vous en prie, et c'est à moi de vous remercier de m'avoir invité. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.